Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui, je crois, nous a tous hantés un jour ou l'autre, probablement devant une équation un peu compliquée. Et est-ce qu'on est avec la bosse des maths ou pas? Oui, est-ce qu'il y a une sorte de prédisposition naturelle pour les nombres? C'est ça. Pour y voir plus clair, on plonge dans un livre qui a vraiment fait date, La bosse des maths, de Stanislas Dehaene, dans son édition revue et augmentée. Et l'idée, c'est vraiment de remonter à la source, d'aller chercher les racines biologiques de nos intuitions mathématiques. On va se demander si un chimpanzé peut faire une addition, si un rat sait compter. Et même si un bébé de quelques mois est surpris quand 1 plus 1 ne fait pas 2. Exactement. C'est ça qui est fascinant. Le livre nous force à nous demander ce que calculer veut vraiment dire. Si un animal peut le faire, ce n'est peut-être pas l'activité purement logique et symbolique qu'on imagine. Non? On va voir que notre cerveau, qui a évolué pour la survie, est peut-être bien plus doué pour les maths qu'on ne le pense, mais pas forcément de la manière qu'on croit. Alors, commençons notre exploration. Allons-y. L'auteur nous met direct dans l'ambiance avec une anecdote presque digne d'une fable. C'est l'histoire d'une corneille et de chasseurs. Ça se passe dans un château. Un châtelain veut à tout prix déloger une corneille particulièrement maligne qui niche dans une tour. Le problème, c'est que dès qu'un homme s'approche, l'oiseau s'envole et il attend. Il attend patiemment que l'homme soit parti pour revenir. Ah oui, l'oiseau est méfiant. Très méfiant. Du coup, l'homme décide de ruser. Il entre dans la tour avec un ami. Quelques minutes plus tard, un seul des deux chasseurs ressort. Et là, logiquement, la corneille devrait se dire que la voie est libre. Eh ben non. Elle ne se laisse pas voir. Elle a vu deux hommes entrer, un seul sortir, elle attend donc. Le départ du second. Incroyable. Alors ils augmentent la mise. Le lendemain, 3 hommes entrent, 2 sortent. La corneille ne bouge pas. Elle continue d'attendre. Le jour suivant, 4 entrent, 3 sortent. Toujours rien. Ils vont jusqu'à 5 hommes qui entrent et 4 qui sortent. Et l'oiseau, il l'attend, obstinément. Que le compte soit bon. Donc jusqu'à 5, elle arrive à suivre. Exactement. Finalement, il tente le tout pour le tout. 6 chasseurs entrent, 5 ressortent. Et là, la corneille, pensant la voie libre, revient se percher et elle se fait abattre par le 6e homme resté caché. C'est ça, Cette histoire, bon, qu'elle soit vraie ou pas au fond, peu importe. voilà, elle est parfaite. Elle illustre 3 points fondamentaux. D'abord, une capacité qui semble innée à percevoir des quantités. Voilà. Ensuite, une perception qui est approximative. Elle se dégrade avec les grands nombres. L'oiseau a su distinguer 4 de 5, mais il a confondu 5 et 6. La limite fatidique. Et enfin, la pression de la sélection naturelle. Pour cette corneille, savoir compter, c'était littéralement une question de vie ou de mort. Cette idée d'animaux qui comptent a une histoire assez mouvementée. On pense forcément au cas célèbre de Hans le Malin, Ah oui, le cheval calculateur. ce cheval du début du XXe siècle qui défrayait la chronique. On disait qu'il pouvait résoudre des problèmes d'arithmétique, additionner des fractions. Il épelait même des mots en frappant du sabot. 4. Qu'il n'y avait aucune supercherie. Aucune? Et pourtant, il y en avait une, mais elle était incroyablement subtile. C'est un jeune étudiant, Oskar Pfungst, qui a découvert le pot aux roses, avec une rigueur exemplaire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a démontré que le cheval ne calculait absolument rien. En réalité, il était un observateur extraordinairement fin des signaux corporels de son maître. Ah, Un léger mouvement de tête, un haussement de sourcils, une tension musculaire presque imperceptible, c'est ça qui lui indiquait quand il devait s'arrêter de frapper. Son maître posait la question et, sans s'en rendre compte, il lui donnait la réponse par son langage corporel. c'est une leçon d'humilité incroyable. On est tellement prompt à voir de l'intelligence qu'on oublie la base de la méthode scientifique. C'est ça. Du coup, cette affaire, j'imagine qu'elle a jeté un froid sur tout ce champ de recherche. Un froid glacial, oui, pendant des décennies. Il a fallu attendre des protocoles beaucoup plus stricts pour y voir plus clair. Et c'est là que les expériences avec des rats deviennent passionnantes. Alors, parlez-moi de ces rats. L'une des plus célèbres est celle de Mechner. Le protocole est simple. Un rat affamé est dans une cage avec 2 leviers, A et B. Pour obtenir de la nourriture en appuyant sur le levier B, il doit d'abord appuyer un nombre précis de fois sur le levier A. D'accord. Donc si la règle c'est « appuie 4 fois sur A pour débloquer B », que fait le rat? Eh ben, il appuie en moyenne 4 fois. Si la règle est 8, il appuie en moyenne 8 fois. Si c'est 16, il s'approche de 16. Mais il y a 2 détails cruciaux dans ces résultats. Lesquels? Le premier, c'est que ces réponses sont toujours approximatives. Pour une cible de 4, il peut appuyer 3, 4,
5, parfois 7 fois. Et plus le nombre cible est grand, plus la variabilité de ses réponses augmente. Sa représentation du nombre n'est pas digitale, elle est floue. Attendez, mais comment on peut être sûr que l'animal ne mesure pas simplement la durée de l'effort, ou la fatigue plutôt, que de compter les appuis? Excellente question, c'est un point crucial. Ils ont mené une expérience de contrôle pour ça. Ils ont rendu les rats beaucoup plus affamés. Du coup, ils appuyaient sur le levier de manière frénétique, 2 à 3 fois plus vite. D'accord. Si le rat se basait sur le temps, il aurait dû faire beaucoup plus d'appui, non? Pour atteindre sa durée d'effort. Oui, logique. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Même en allant plus vite, le nombre d'appuis est resté centré sur la cible. La preuve était faite, le rat compte bien les pressions, pas le temps qui passe. Impressionnant. Le rat peut donc compter ses propres actions, mais est-ce qu'il peut compter des choses extérieures, abstraites, comme des sons ou des lumières? C'est ça le vrai test, non? C'est le pas suivant et il est vertigineux. Une autre expérience menée par Church et Meck a habitué des rats à associer une séquence de 2 sons à de la nourriture et une séquence de 8 sons à autre chose. Ils ont appris à distinguer les deux. Ok, jusque-là, ça va. Mais le plus fou, c'est quand on leur présente simultanément 2 sons et 2 flashs lumineux. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Spontanément, les rats se comportent comme s'ils avaient perçu le nombre 4. Vous voulez dire que leur cerveau a fait 2 plus 2. Il a additionné des sons et des images, des choses complètement différentes pour arriver au concept de 4. C'est exactement ça. 2 plus 2 font 4, même pour un rat. Et on a vu ça à un niveau encore plus complexe chez des primates. Un chimpanzé, par exemple, à qui on montrait un quart de pomme et un demi-verre de lait, était capable de choisir l'image d'un cercle rempli aux 3/4. Il additionnait des fractions mentalement. Et voilà, il additionnait un quart et un demi. Mais comment un cerveau, sans langage, sans symbole, peut réaliser de telles prouesses? C'est là que le livre introduit une métaphore, je crois. Oui, une métaphore très puissante pour se représenter ce mécanisme, celle de l'accumulateur. L'accumulateur. Oui, imaginez un processus mental qui fonctionnerait comme un récipient vide. Pour chaque objet à compter, le cerveau verse une quantité de, disons, de liquide mental dans ce récipient. Un objet, un petit plouf. 2 objets, 2 ploufs. Et le niveau final de l'eau représente la quantité totale. C'est ça. C'est un modèle très simple, presque mécanique. Cette métaphore de l'accumulateur, elle est très parlante. Est-ce que ça implique que notre cerveau a une sorte de calculatrice analogique et pas du tout digitale comme un ordinateur? C'est l'idée fondamentale. Un ordinateur manipule des symboles discrets. Pour lui, 4 est un code, 5 en est un autre. Il n'y a aucune ambiguïté. L'accumulateur, lui, il représente 4 et 5 comme des niveaux de liquide très proches. D'accord, c'est une magnitude, pas un symbole. Exactement. Et cette distinction entre analogique et digital, c'est la clé pour comprendre tout le reste, y compris les erreurs des animaux. Comment ça? Ce modèle explique parfaitement le côté approximatif de leurs calculs. Si le débit d'eau, le plouf mental, varie un tout petit peu, le niveau final pour 5 pourra parfois ressembler un peu à celui pour 4 ou pour 6. C'est pour ça que la corneille s'est trompée. Ah oui. Et ça explique 2 phénomènes systématiques. L'effet de distance et l'effet de taille. Alors, l'effet de distance, c'est l'idée qu'il est plus difficile de distinguer des nombres qui sont proches. Précisément. Pour le cerveau accumulateur, les niveaux d'eau pour 8 et 9 sont quasi identiques. Donc c'est difficile à départager. Alors que les niveaux pour 2 et 9 sont très différents. Là, la décision est instantanée. Et l'effet de taille? C'est le fait que l'imprécision augmente avec la grandeur des nombres. Distinguer 1 de 2, c'est facile. Mais distinguer 99 de 100, c'est beaucoup plus dur. Même si l'écart est de 1 dans les deux cas, à 100, le bruit du système est tel que les deux niveaux se chevauchent presque. C'est ce qu'on appelle le nombre flou. D'accord. Donc on a ce matériel biologique, cet accumulateur analogique et flou. La question qui vient tout de suite, c'est quand est-ce que ça se met en route chez nous, les humains? Est-ce qu'on est avec? C'est une question qui a été au cœur d'un immense débat, notamment à cause de l'influence d'un géant de la psychologie, Jean Piaget. Pour lui, la notion de nombre était une construction très lente qui n'apparaissait pas avant 6 ou 7 ans. Oui, le fameux test de la conservation du nombre. Exactement. Je me souviens de ça. On montre à un enfant 2 rangées avec le même nombre de jetons, bien alignés. L'enfant est d'accord, il y en a autant. Puis, sous ses yeux, on espace les jetons d'une des rangées. Elle devient plus longue. Et là, l'enfant de 4 ou 5 ans dit que la rangée la plus longue en contient plus. Pour Piaget, c'était la preuve qu'il ne comprenait pas le concept de nombre.
Sauf qu'on sait aujourd'hui que, bon, il a fait une observation brillante, mais une interprétation erronée. Ah bon? Le problème n'était pas l'enfant, mais la tâche. En reposant la même question, après avoir fait une transformation, l'adulte suggère à l'enfant que la réponse doit changer. L'enfant pense qu'il y a un piège, et il répond en se basant sur ce qui est le plus visible, la longueur. Et comment on a pu le prouver? En changeant la nature de la tâche. Une expérience géniale de Meller et Bever a remplacé les jetons par des bonbons M&M's. Ça motive plus, clairement. Après avoir espacé une des rangées, au lieu de demander où y en a-t-il le plus, il disait à l'enfant « prends la rangée que tu veux manger ». Et là, dès l'âge de 2 ans, les enfants choisissent systématiquement la rangée qui contient le plus de bonbons. Peu importe sa longueur. La compétence est bien là. Elle était juste masquée. C'est fascinant. Mais comment on teste ça sur des bébés encore plus jeunes, des nourrissons? C'est là que les chercheurs ont utilisé une méthode très astucieuse, la technique de l'habituation. Ça se base sur un fait simple, les bébés se lassent de ce qu'ils voient trop. Ok. On montre à un nourrisson sur un écran une image avec 2 cercles, encore et encore. Au début, il est fasciné, puis son temps de regard diminue, il s'ennuie, et à ce moment précis, on lui montre une image avec 3 cercles. Et il manifeste un regain d'intérêt immédiat. Son temps de regard augmente d'un coup. Il a perçu la différence. Le changement de nombre, c'est incroyable. Et ça marche même sur des nouveau-nés de quelques jours à peine? Non, si. Et pour être sûr que ce n'est pas la forme ou la taille, les expériences varient tous ces paramètres. C'est bien le concept abstrait de nombre que le bébé détecte. C'est même intermodal. Un bébé de 6 mois qui entend 3 coups de tambour va ensuite regarder préférentiellement une image de 3 objets, plutôt qu'une de 2. Il fait le lien entre le son et l'image. Spontanément? Mais l'expérience la plus stupéfiante, c'est celle de la psychologue Karen Wynne sur le calcul. Oui, c'est une expérience d'une simplicité et d'une puissance remarquable. On montre à un bébé de 5 mois un petit théâtre de marionnettes. Un jouet Mickey est sur la scène, un écran se lève, le cache. D'accord. Puis, une main arrive avec un deuxième Mickey, le place visiblement derrière l'écran et repart vide. L'enfant a donc assisté à l'opération un Mickey plus un Mickey. Il sait ou il s'attend à ce qu'il y ait maintenant 2 objets derrière l'écran. Voilà, c'est ce qu'il est censé savoir. Ensuite, l'écran s'abaisse. Et là, il y a 2 scénarios. Soit le résultat attendu, 2 Mickey. Soit un résultat magique, impossible, un seul Mickey. Et on mesure le temps de regard du bébé. Et le résultat, sans appel. Les bébés fixent beaucoup plus longtemps la scène impossible, comme 1 plus 1 égale 1. Ils sont surpris. Leur attente a été violée. C'est renversant. Ça veut dire qu'un bébé de 5 mois, qui ne parle pas, qui ne marche pas, il a déjà des attentes mathématiques sur le monde. Il s'attend à ce que l'univers obéisse à la règle 1 plus 1 égale 2. C'est une intuition arithmétique fondamentale qui semble bel et bien câblée dans notre cerveau. Nous naissons avec un sens du nombre. D'accord, donc on a cet héritage, ce système accumulateur flou, qui est actif dès nos premiers mois. Mais qu'en reste-t-il chez nous, les adultes? Est-ce que notre éducation, le langage, les symboles n'ont pas complètement écrasé ce vieux système? La réponse est non, pas du tout. Il continue d'opérer en arrière-plan et d'influencer notre cognition. L'auteur prend un exemple simple, les chiffres romains. On écrit I, II. C'est très transparent. Mais pourquoi s'arrêter à 3? Pourquoi ne pas continuer avec III, etc. Oui, pourquoi toutes les civilisations, des Mayas aux Chinois, ont-elles buté sur cette limite de 3 ou 4 avant d'inventer un nouveau symbole comme V? Parce que c'est une limite perceptive de notre cerveau. Exactement. C'est la limite de ce que les psychologues appellent la subitisation. C'est notre capacité à reconnaître instantanément, sans effort, des petites quantités. Je vous montre 2 objets, vous savez que c'est 2. 3, pareil. Mais à partir de 4 ou 5, il faut compter un par un. Voilà, le cerveau change de stratégie. Et le temps de réponse augmente alors de manière linéaire, de 200 à 300 millisecondes par objet supplémentaire. Ah, c'est pour ça que je peux voir 3 personnes à une table d'un coup d'œil, mais que pour 5, mes yeux doivent les scanner. Ce n'est pas une impression. C'est un mécanisme cérébral réel, mais ça c'est pour des objets. Et même quand on manipule des symboles abstraits, comme les chiffres arabes, notre vieil accumulateur reste actif. C'est ce qu'a montré une expérience fondatrice en 1967. Laquelle? On a demandé à des adultes de dire le plus vite possible lequel de 2 chiffres est le plus grand. Et on a découvert qu'il nous faut plus de temps pour décider que 9 est plus grand que 8,
que pour décider que 9 est plus grand que 2. C'est l'effet de distance, le même qu'on a vu chez le rat ou la corneille. Exactement le même. Quand on voit le symbole 9, notre cerveau ne le traite pas comme un code froid. Il le traduit automatiquement en une quantité mentale, une position sur une ligne numérique interne. Et sur cette ligne, les grandeurs 8 et 9 sont si proches qu'il faut un petit effort pour les distinguer. On sent leur magnitude. Donc, si je résume le parcours, on partirait d'un sens du nombre, hérité de notre évolution, une sorte d'accumulateur mental qui nous donne une perception approximative, floue, des quantités. Un système qu'on observe chez les animaux. Qui est déjà fonctionnel chez les bébés de quelques jours, leur permettant même de faire des calculs rudimentaires, comme 1 plus 1 égale 2. Et qui, loin de disparaître, continue d'influencer notre cerveau d'adulte, même quand on utilise les symboles les plus sophistiqués. Quand je vois le chiffre 9, une partie de mon cerveau réagit comme un chimpanzé qui compare 2 tas de bananes. C'est une excellente synthèse. Nos mathématiques les plus formelles sont construites sur cette fondation biologique, intuitive et par nature approximative. Et toute cette discussion me laisse avec une dernière question, une pensée à importer. Si notre cerveau est fondamentalement conçu pour l'estimation, pour le nombre flou et pas pour la précision digitale d'un ordinateur, est-ce que ça ne change pas radicalement notre regard sur les difficultés que tant de gens rencontrent avec les maths à l'école ? N'est-ce pas la conséquence logique d'une tentative de faire fonctionner un système analogique et ancien comme une machine numérique parfaite ? Et si c'est le cas, à quoi pourrait ressembler un enseignement des mathématiques qui prendrait enfin au sérieux cette réalité biologique de notre cerveau ?